Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la deuxième partie de ce cours sur les antibiotiques. Il y en aura d'autres. Dans cette partie-ci, nous allons discuter de la pharmacocinétique, de la pharmacodynamique, de leur implication en termes d'utilisation des grandes classes d'antibiotiques. Dans les vidéos suivantes, on passera les antibiotiques en revue classe par classe avec leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, bien évidemment, les considérations pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des antibiotiques sont extrêmement importantes. Elles sont complexes d'une part, puisque, comme vous allez le voir, les antibiotiques ne vont pas nécessairement être actifs en fonction des mêmes paramètres pharmacocinétiques. Certains antibiotiques devront atteindre une concentration très élevée pendant une durée de temps relativement brève pour être actifs contre la bactérie. D'autres, ce qui va surtout compter, c'est d'avoir une concentration qui reste supérieure à un seuil donné pendant très longtemps. Donc tout ça va déjà fortement modifier la donne. Et tout ça est extrêmement important par ailleurs, puisque, comme on l'a dit dans le cours précédent sur les généralités de l'antibiothérapie, nous sommes relativement démunis face aux bactéries multirésistantes et il est donc extrêmement important d'utiliser les armes que nous avons, le peu d'armes que nous avons, de la façon la plus efficace qui soit. Bien évidemment, tout cela est basé au départ sur des données que le laboratoire va nous fournir. Donc quand on fait un prélèvement chez le patient donné, sa souche est mise en culture et le laboratoire va déterminer une information précieuse, mais qui est loin d'être suffisante pour faire les bons choix de traitement, mais qui est fondamentale néanmoins, qui est la concentration minimale inhibitrice. Alors, comment cette concentration minimale inhibitrice est-elle déterminée? Tout simplement, on va ensemencer des plaques ou des puits de culture avec des bactéries et on va ajouter dans ces plaques ou ces puits de culture des concentrations croissantes d'antibiotiques. On regarde tout simplement la plus petite concentration qui est capable d'inhiber la croissance bactérienne. Et on parlera ainsi de concentration minimale inhibitrice. Alors, le problème, c'est que ces concentrations minimales inhibitrices ne sont pas suffisantes pour que le clinicien puisse prendre des décisions. On pourrait en effet se dire que même si la concentration minimale inhibitrice est relativement élevée, il suffira de donner 5 fois plus ou 10 fois plus d'antibiotiques au patient pour guérir l'infection. Mais vous avez bien compris que ce n'était pas possible, parce que des effets secondaires vont apparaître, parce que des phénomènes de saturation vont se produire, et donc il existe des situations dans lesquelles tout simplement la CMI observée in vitro est incompatible avec un succès thérapeutique in vivo. Il est donc indispensable de déterminer pour chaque bactérie et pour chaque antibiotique, plutôt pour chaque couple bactérie-antibiotique, et on pourrait même ajouter à ça pour chaque site infecté. Donc, souvenez-vous par exemple quand j'ai parlé des pneumocoques, les breakpoints sont différents pour le système nerveux central et pour le poumon, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus difficile d'atteindre certaines concentrations d'antibiotiques au niveau des méninges qu'au niveau du poumon. Donc on pourrait dire que pour chaque triplet bactéries, antibiotiques et sites, des valeurs de CMI, des valeurs seuil, des valeurs critiques de CMI, des concentrations critiques de CMI vont être établies. On les appelle en anglais breakpoints, c'est la façon dont ils sont le plus souvent utilisés même en français. Ce sont des concentrations repères en quelque sorte qui permettent de dire au clinicien: est-ce que je peux donner cet antibiotique avec une probabilité élevée de
guérir mon patient? Est-ce qu'il m'est totalement interdit de donner cet antibiotique parce que ça ne servira à rien? Ou bien est-ce que je suis dans une situation intermédiaire? Ce qui veut dire que dans certaines situations, en forçant peut-être les doses d'antibiotiques chez un patient qui a des caractéristiques particulières, je peux malgré tout espérer guérir l'infection avec l'antibiotique donné face à une bactérie donnée. Donc ce sont des CMI qui séparent les souches pour lesquelles la probabilité de succès est forte de celles pour lesquelles il existe une forte probabilité d'échec thérapeutique. Est-ce une CMI très inférieure aux concentrations qu'on peut raisonnablement espérer atteindre in vivo au site considéré? R, une CMI qui est très supérieure aux concentrations qu'il est raisonnable d'espérer atteindre, ou I, une zone un petit peu intermédiaire. Alors comment ces breakpoints sont-ils établis? Donc il faut bien comprendre que ce sont des breakpoints qui ne sont pas établis localement, ce n'est pas le laboratoire du CHU qui détermine ces breakpoints, il y a des consensus européens sur ces breakpoints. Il y a un organisme entier qu'on appelle ECAST, dont une des missions principales est précisément de déterminer ces breakpoints. Alors comment sont-ils établis? Tout d'abord sur une base épidémiologique, c'est-à-dire essentiellement sur des données in vitro. Les laboratoires collectent pour une bactérie donnée toutes les souches et analysent pour une bactérie donnée, par exemple Escherichia coli, on va le prendre ici. Je remercie le professeur Tulkens auquel j'ai piqué cette dia sur Internet. Prenons par exemple Escherichia coli, on va analyser la sensibilité d'Escherichia coli à la ciprofloxacine, qui est une quinolone, et voilà, vous avez ici des CMI, n'est-ce pas? Vous avez ici des souches qui sont très sensibles, des souches qui sont nettement plus résistantes, et ça va se répartir sur une gaussienne. Et on estime que c'est une gaussienne, comme dans beaucoup de phénomènes biologiques, d'une population homogène, qu'on peut appeler une population sauvage qui n'a pas acquis de mutation de résistance. Si on a, pour un patient donné, si on a une souche dont la CMI se situe ici, eh bien, elle va sortir de cette gaussienne, et donc on peut considérer de façon un petit peu arbitraire, mais je dirais statistique et épidémiologique, que c'est un Escherichia coli qui ne se comporte pas comme les autres. Il sort de la gaussienne, et donc on pourrait dire qu'il est légitime de placer le breakpoint à la fin de cette gaussienne. Mais les breakpoints sont établis avec d'autres informations. Ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire en mesurant chez des donneurs sains qui n'ont pas d'infection particulière, on va leur administrer une dose standard d'un antibiotique donné et on va regarder les concentrations qui sont atteintes au niveau de différents tissus, le sang, les sécrétions respiratoires, que sais-je, la cinétique de ces concentrations, c'est-à-dire est-ce qu'on restera au-dessus de la CMI pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures? Et en fonction de tout ça, on pourra déterminer encore une fois les breakpoints de CMI. Alors pourquoi est-ce qu'ici, donc ça c'est la pharmacocinétique ce que je dis là, hein. Donc souvenez-vous, ça c'est des définitions de base en médecine, vous devez savoir ce qu'est la pharmacocinétique et ce qu'est la pharmacodynamique. Ce que je viens de vous dire là, c'est de la pharmacocinétique, mais pourquoi est-ce que je fais quand même référence à la pharmacodynamique? C'est parce que, comme vous allez le voir dans ce cours même, et croyez-moi, c'est un grand tuyau, pour certains antibiotiques, l'activité bactéricide va dépendre de la hauteur du pic atteint, c'est-à-dire pour être certain d'être bactéricide, il faudra non pas être juste au-dessus de la CMI, mais il faudra être parfois 5 fois ou 10 fois ou 20 fois au-dessus de la CMI pour être sûr de son coup, peu importe la durée pendant laquelle on arrive à atteindre ce pic. Pour d'autres antibiotiques, il faudra pas nécessairement atteindre des valeurs très au-dessus de la CMI, mais il faudra que ces valeurs restent stables
pendant un certain nombre d'heures après la prise du médicament, pour que pendant une proportion importante de la journée, de la prise du médicament, on se situe au-dessus de la CMI. Donc tout ça va devoir, pour le couple antibiotique-bactérie considéré, tout ça va devoir être intégré, encore une fois, pour savoir si oui ou non on a un R, on a un S ou on a un I. Et enfin, la dernière façon dont les breakpoints sont établis, c'est sur une base clinique, où tout simplement, on va analyser des milliers de patients dans des hôpitaux qui participent à une étude, qui sont infectés par une espèce bactérienne donnée, qui reçoivent un antibiotique donné, à une dose donnée, et on va corréler les CMI des bactéries pour chaque patient qui ont été déterminés au laboratoire avec la probabilité d'être guéri ou pas. Et c'est sur cette base-là également qu'on va déterminer les breakpoints. Alors en intégrant ces trois choses-là, on arrive en effet à fournir à tous les laboratoires de microbiologie des valeurs seuil qui leur permettent, eux, de répondre aux cliniciens S, R ou I. C'est des valeurs qui sont susceptibles de changer au cours du temps. Et donc, ça fait l'objet, vous imaginez bien, ce sont des approximations statistiques. Et donc, parfois, il y a des remises en question de ce qui était considéré comme R et qui ne l'est plus, etc. Parce que on a réanalysé certaines données. Voilà pour les breakpoints, concept important. Encore une fois, c'est pas un examen, vous n'aurez pas un examen de microbiologie et vous ne serez pas des microbiologistes, mais ce sont des choses importantes si vous regardez les protocoles que le laboratoire vous fournit. Un concept sur lequel j'avais déjà parlé dans la première partie de ce cours sur les antibiotiques, c'est la notion de CMI et de CMB. CMI, on vient d'en parler, mais en fait, CMI, c'est une notion qui fait référence à l'arrêt de la croissance, donc à la bactériostase. Par contre, vous souvenez-vous, certains antibiotiques sont dits bactériostatiques. Il est bien évident que il y a aussi évidemment les propriétés intrinsèques de chaque antibiotique vont jouer, mais les concentrations atteintes aussi. Donc in vitro, on peut évaluer la CMI qui est une bactériostase, mais on peut aussi, ce n'est pas l'usage, mais on peut aussi déterminer une concentration minimale bactéricide, la CMB. Donc on considérera qu'il y a une CMB si pratiquement toutes les bactéries ont disparu, plus de 99,9%. C'est comme dans les publicités pour les désinfectants domestiques, après 18 à 24 heures de culture. Alors quand un antibiotique a une CMB très proche de la CMI, on dit qu'il est bactéricide, mais certains antibiotiques qui sont considérés comme bactériostatiques, pour autant qu'on augmente la concentration, pourront faire preuve de propriétés bactéricides. Voilà, petite illustration de cette affaire. Donc, on introduit 1 million de bactéries par ml comme inoculum. On va suivre le nombre de bactéries en fonction des heures et en présence soit de rien du tout, soit et de concentration croissante de l'antibiotique considéré. Et on va observer une CMI ici à 8 mg par litre qui correspond à la bactériostase. Donc on a arrêté la croissance de la bactérie. Et par contre, pour obtenir cette disparition de 99,99% de l'inoculum, il faut monter jusqu'à 64 mg par litre. Et donc, on pourrait dire qu'ici, puisqu'on est à plus que 4 fois la CMI, 64, on a un antibiotique qui est plutôt un antibiotique bactériostatique, puisqu'il a fallu fortement monter la concentration pour obtenir la bactéricidie. Encore une fois, tout ça, ce sont des données in vitro. Alors justement, on peut considérer que cette notion de bactériostasie, bactéricidie est relativement arbitraire. On pourrait se dire que peut-être si on attend
ou si pas 24 heures, mais 48 heures, bah, pour finir, les bactéries vont peut-être quand même diminuer. Donc, ce qui est bactériostatique à 24 heures sera peut-être bactéricide à 48. Pourquoi ce 99,9%? Pourquoi ce rapport de 4 entre la CMI et la CMB? Donc tout ça est relativement arbitraire et la corrélation avec des enjeux cliniques n'est pas clairement prouvée. Et donc, c'est ce que je disais, un antibiotique bactériostatique est parfaitement capable de tuer des bactéries pour autant qu'on lui laisse le temps. Alors il y a néanmoins, et c'est quelque chose que je vous demande de retenir, des situations dans lesquelles malgré tout on va jouer la sécurité, pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'on va privilégier des antibiotiques qui sont clairement in vitro bactéricides, donc avec une CMB très proche de la CMI. C'est essentiellement dans les situations où il y a soit une urgence, par exemple des méningites bactériennes ou des endocardites bactériennes, soit énormément de bactéries. Il va de soi que si vous avez plus longtemps la bactérie subsiste chez le patient en présence de l'antibiotique, plus grande est la probabilité que des mutations émergent. C'est un phénomène purement darwinien. Si la bactérie est là en l'absence d'antibiotiques, elle ne va pas développer de mutation, en tout cas sélectionner des mutations. Si vous tuez très rapidement la bactérie par l'antibiotique, elle n'aura pas le temps. Mais si par contre, vous avez une sorte de lente décroissance sur 7 jours ou 10 jours de la quantité de bactéries en présence de concentration d'antibiotiques, eh bien la probabilité de développer des résistances est plus grande. C'est particulièrement vrai chez les patients immunodéprimés dont le système immunitaire ne va pas aider à accélérer la clearance de la bactérie. Donc dans ces 4 situations, on privilégiera malgré tout des antibiotiques bactériostatiques, pardon, lapsus malheureux, on privilégiera des antibiotiques bactéricides aux antibiotiques bactériostatiques. Alors voici un petit rappel des classes d'antibiotiques, on va tous les revoir, hein, donc il y aura du pain sur la planche, mais voici des classes d'antibiotiques qui sont considérées comme bactéricides, et il n'y a pas de mystère, parmi les antibiotiques qui sont les plus largement utilisés, les bêta-lactames et les fluoroquinolones, les aminoglycosides, ce sont 3 classes d'antibiotiques bactéricides, et dans les méningites bactériennes par exemple, ce sont les bêta-lactames qui sont utilisés. On ne va pas traiter une méningite bactérienne par du biclar. On y reviendra. Alors, on en arrive à ces notions de PK-PD, donc PK pour pharmacokinetics, PD pharmacodynamique, pour illustrer à nouveau, bien que j'en ai déjà parlé, le fait que la CMI est une donnée purement in vitro qui est loin de la réalité clinique. Pourquoi? Eh bien, d'une part parce que la pharmacocinétique dans une éprouvette, c'est évidemment beaucoup plus simple que la pharmacocinétique dans un être humain qui avale ses comprimés ou qui reçoit une injection et qui va les éliminer par voie hépatique ou par voie rénale. In vitro, la concentration est constante, ce qui n'est évidemment pas le cas in vivo. Un autre facteur, ce sont les protéines plasmatiques. Dans le milieu de culture des bactéries, on sait ce qu'il y a comme protéines. Il y en a d'habitude pas énormément. Ce n'est pas le cas du plasma du patient. Il y a toute la problématique du site infecté. Dans une plaque de culture, votre antibiotique est évidemment au contact direct de la bactérie, alors que quand vous avalez un comprimé d'antibiotique, l'antibiotique est bien loin de la cible qu'il doit atteindre. Par ailleurs, dans ce rapport de force entre le microbe et l'antibiotique, il est tout à fait possible que dans la situation in vitro, la concentration microbienne, la densité microbienne au contact de l'antibiotique soit plus faible que dans certaines situations cliniques où réellement on a beaucoup plus de bactéries.
Ensuite, il y a un effet bien particulier dont je vous parlerai, qui est l'effet post-antibiotique, c'est-à-dire une situation dans laquelle, quand on retire totalement l'antibiotique, eh bien, dans certains cas, on continue à avoir une inhibition durable de la croissance des bactéries. Donc tout ça n'est pas pris en compte dans la mesure de la CMI et va malgré tout devoir être intégré dans le choix d'antibiotiques, la dose d'antibiotiques, la durée d'antibiothérapie. Alors les relations pharmacocinétiques, pharmacodynamiques sont évidemment étudiées pour de nombreuses classes de médicaments en général. Elles l'ont été particulièrement pour les antibiotiques parce qu'elles sont particulièrement importantes, probablement plus que dans d'autres maladies. Et donc je vous rappelle encore une fois, vous devez savoir ce qu'est la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. La pharmacocinétique, c'est tout simplement ces phénomènes dont M. Setain a dû vous parler dans le cours de pharmacologie, l'absorption du médicament, sa distribution, sa métabolisation et son élimination, tout ça c'est la pharmacocinétique. Par contre, la pharmacodynamique, c'est les mécanismes par lesquels le médicament agit, que ce soit un antihypertenseur ou tout ce que vous voulez. Ici, la pharmacodynamique qui nous intéresse, ce sont les effets bactéricides ou bactériostatiques, mais rentre également dans la pharmacocinétique le problème des effets secondaires. Alors, voici un article qui est tout à fait historique, c'est d'un des auteurs qui a le plus publié sur ces histoires de pharmacocinétique et de pharmacodynamique des antibiotiques. Donc, ce que M. Craig nous dit, c'est que la pharmacocinétique, c'est donc tout simplement l'étude de la concentration de médicaments en fonction du temps. La pharmacodynamique, c'est les effets d'un médicament sur sa cible en fonction de la concentration de médicaments, qui classiquement est de nature sigmoïde. Le rapport PK/PD, c'est une sorte d'intégration des deux, c'est-à-dire que c'est après une prise de médicament, l'évaluation de l'effet sur sa cible et son atténuation en fonction du temps. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que le rapport PK/PD va à la fois influencer l'effet antimicrobien, et pas nécessairement de la même façon pour tous les antibiotiques et pour toutes les bactéries. Je vous ai déjà un petit peu annoncé la couleur en vous disant que pour certaines, on va y venir dans 2 minutes, mais pour certains antibiotiques, il vaut mieux avoir un effet très intense sur la bactérie pendant une durée de temps relativement brève. Ça suffira pour lui asséner une sorte de coup qui va la bloquer et qui va la détruire. Pour d'autres antibiotiques, on peut se contenter d'un effet moindre, mais qui serait prolongé plus longtemps. N'empêche que c'est ce rapport effet-temps qui va déterminer l'effet antimicrobien. Mais si on considère les effets secondaires du médicament, ce n'est pas nécessairement selon la même courbe qu'ils vont se produire. On peut concevoir que certains médicaments soient plus toxiques en fonction de la concentration atteinte ou en fonction de la durée pendant laquelle de l'air sous la courbe, en quelque sorte. Et donc tout ça va devoir être analysé pour déterminer les bons dosages, les bons schémas d'administration. Alors il est bien évident que idéalement cette courbe, ces courbes-ci et son intégration ici, ça doit être les concentrations de médicaments au site infecté, sachant qu'on les connaît souvent très mal, parce qu'on ne peut pas faire des dosages facilement au niveau des alvéoles ou dans des tissus qui sont parfois très difficiles à analyser. Alors, rappel des paramètres classiques de la pharmacocinétique, la Cmax, qui va être très très importante pour certains antibiotiques. Encore une fois, la Cmax par rapport à la CMI. L'élimination, selon les cas, par des mécanismes, par les cytochromes hépatiques, ou bien par voie biliaire, ou bien par la voie rénale.
L'AUC qui est l'air sous la courbe, qui va désigner l'exposition totale aux médicaments et qui se mesure en unité de poids par volume par unité de temps. Alors évidemment, tout ça, ce sont des simplifications, puisque dans la plupart, dans ce type de modèle par exemple, où vous avez une concentration qui monte et qui descend, eh bien c'est un modèle à un seul compartiment, qui ignore le fait que notre organisme, ce sont plusieurs compartiments qui sont connectés les uns aux autres, mais avec des cinétiques qui sont séquentielles, et donc on est toujours dans l'approximation. Notre organisme est composé de différents organes qui sont hétérogènes, notamment en termes de vascularisation, de diffusion, et tout ça recouvre la complexité du site infecté. Pour la petite histoire, Frédéric Fripia, qui aurait normalement dû vous donner ce cours, parce que c'est son domaine d'expertise, les antibiotiques en général et la pharmacocinétique, pharmacodynamique des antibiotiques en particulier, a fait son doctorat en partie sur d'autres choses aussi, mais en partie sur l'étude des concentrations d'antibiotiques atteintes, notamment dans les sécrétions respiratoires, avec toute la complexité que ça implique, et l'influence du mode d'administration sur les concentrations atteintes au niveau des tissus eux-mêmes, où se trouvent bien évidemment en cas de pneumonie les agents infectés. Tout ça est d'une immense importance, mais est quelque chose qui est totalement méconnu, malgré les décennies depuis lesquelles nous utilisons les antibiotiques. Vous avez des tissus comme par exemple le plasma, mais aussi le foie et le rein, au sein desquels on a une équilibration extrêmement rapide après l'injection intraveineuse d'un médicament par exemple, mais vous avez des compartiments comme le tissu musculaire ou le muscle qui vont avoir une cinétique beaucoup plus lente et où le médicament va éventuellement persister plus longtemps. Alors bien évidemment, il va falloir intégrer à ces paramètres la Cmax, la durée d'élimination, et la sémine du médicament, donc les concentrations minimales qui seront atteintes avant l'administration suivante, ce qu'on appelle parfois la vallée, trough en anglais. Il va falloir intégrer la CMI du micro-organisme contre lequel vous voulez donner l'antibiotique. Et encore une fois, selon les antibiotiques, selon les micro-organismes, ces trois paramètres que nous avons vus, c'est-à-dire d'une part la Cmax, d'autre part l'air sous la courbe, et d'autre part le temps pendant lequel la concentration de l'antibiotique reste au-dessus de la CMI, mix et CMI, ces trois paramètres-là ne vont pas avoir la même importance. Alors vous avez ici, on les a chaque fois, on a fait des ratios, on a fait le rapport entre la Cmax et la CMI, le ratio entre l'air sous la courbe et la CMI, et le ratio, ça c'est pas un ratio, la durée de temps, durée c'est toujours du temps me direz-vous, mais le pourcentage de la journée pendant lequel la concentration du médicament reste supérieure à la CMI. Donc ces trois paramètres extrêmement importants, mais qui vont être, leur importance relative va être différente selon les classes d'antibiotiques considérées. Ça c'est vraiment un grand tuyau. L'importance respective de chacun de ces paramètres est différente pour chaque espèce bactérienne et pour chaque antibiotique, pour chaque couple bactérie-antibiotique. Et alors ce qui est intéressant, mais là on arrive évidemment dans des choses qui sont relativement spécialisées, mais c'est que si vraiment vous voulez finement déterminer vos doses d'antibiotiques, etc., les simples concepts de SR ou I ne vont pas vous suffire.
il faudra réellement avoir la CMI exacte de la souche bactérienne que vous avez. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on sait réellement la Cmax d'un antibiotique donné? Certains antibiotiques, vous ne pouvez pas les doser en routine, notamment parce qu'ils ont une partie intracellulaire importante et une valeur plasmatique ne va pas nécessairement refléter quoi que ce soit. Mais d'autres antibiotiques, vous pouvez tout à fait les doser. Et donc, vous pouvez vous-même déterminer la Cmax de votre antibiotique. Si vous mesurez la concentration dans le plasma du patient, par exemple, 1 heure après l'administration, vous pouvez mesurer la sémine. Donc, tous ces paramètres, d'une certaine façon, vous y avez accès et vous ne pourrez les utiliser finement que si vous disposez de la CMI de votre bactérie. Voici par exemple des antibiotiques qu'on peut doser au CHU, hein, donc des aminoglycosides par exemple, des céphalosporines, des différentes générations, un autre aminoglycoside, des glycopeptides. Et donc vous voyez que malgré tout, essentiellement pour des antibiotiques pour lesquels il est important d'atteindre une Cmax très élevée, c'est intéressant de connaître la CMI d'une part et la concentration de l'antibiotique d'autre part. Alors justement, venons-en à cette constatation que tous les antibiotiques ne sont pas les mêmes à cet égard. Et là aussi, c'est basé sur des articles assez anciens, notamment de ce monsieur Craig que j'ai déjà cité un peu plus haut, qui, par des expériences sur l'animal, a pu déterminer si il valait mieux avoir des concentrations maximales très élevées ou bien des durées d'exposition au-dessus de la CMI plus longues, ou les deux. Alors, vous avez ici 3 classes d'antibiotiques différentes. Vous avez un aminoglycoside, vous avez une quinolone, vous avez une pénicilline, vous avez des quantités de bactéries, vous avez le temps, et vous avez des concentrations différentes de l'antibiotique qui sont ici exprimées en nombre de fois la CMI. Okay, donc, les carrés blancs, par exemple, vous avez pu atteindre 64 fois la CMI de la bactérie. Alors regardez, pour ces antibiotiques-ci, la Tobra et la ciprofloxacine, si vous passez par exemple de 16 fois la CMI ou de 4 fois la CMI à 16 fois ou à 64, eh bien vous allez chaque fois gagner en termes de bactéricidie, time kill curves, pour une bactérie redoutable qui est le Pyocyanic ou Pseudomonas aeruginosa. Par contre, pour cet antibiotique-ci, qui est une pénicilline, bien évidemment, il faut atteindre une concentration suffisante par rapport à la CMI. Ici, on voit qu'on est juste au niveau de la CMI et ça ne marche quand même pas très fort. Mais dès qu'on arrive à 4 fois la CMI, aller à 16 fois ou à 64 fois n'a plus beaucoup d'importance. Et donc ça, c'est déjà l'illustration d'antibiotiques qui sont concentration dépendant, où ce qui va compter avant tout, c'est le rapport entre la Cmax et la CMI, avec des antibiotiques, c'est pas montré ici clairement, mais je vais vous l'illustrer après, qui sont plutôt dits temps dépendants, ou pour autant qu'on soit, mettons, à 4 fois la CMI, ce qui va surtout compter, c'est qu'on reste le plus longtemps possible au-dessus de cette CMI, pendant la 60% ou 70% de la journée. Ça, c'est ce que nous venons de dire. Un autre effet qui va être important pour classer les antibiotiques, je dirais, en fonction de ces 3 paramètres, hein, Cmax sur CMI, R sous la courbe sur CMI, ou bien temps au-dessus de la CMI, c'est l'effet post-antibiotique. Alors, pour certains antibiotiques, si vous retirez l'antibiotique du milieu de culture, un lavage qui est fait ici,
eh bien, vous voyez que vous allez avoir une absence de croissance bactérienne pendant 4 heures. Alors 4 heures, ça peut sembler très court, mais je peux vous dire que les bactéries, ça prolifère très très vite. Donc le fait de n'avoir aucune croissance bactérienne pendant, enfin c'est pas 4 heures, c'est 2 heures, mais même le fait de n'avoir aucune croissance bactérienne pendant 2 heures est quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle un effet post-antibiotique. Par contre, si vous prenez ici, vous avez un bêta-lactam, donc c'est la grande famille d'antibiotiques à laquelle appartiennent les pénicillines, les céphalosporines, etc. Eh bien, dès que vous avez lavé votre antibiotique, eh bien, vous allez tout de suite observer une reprise de la croissance bactérienne. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a fait une bithérapie, on a utilisé le bêta-lactam, mais on a ajouté un aminoglycoside et on observe à nouveau cet effet post-antibiotique. Donc l'action de certains antibiotiques sur la croissance bactérienne peut se prolonger au-delà du temps pendant lequel leur concentration demeure supérieure à la CMI. C'est ce qu'on appelle l'effet post-antibiotique. On rajoute une couche dans la complexité de la tâche. C'est bien beau de parler de concentration, etc. Mais il faut savoir que ce qui va permettre de tuer la bactérie, ce n'est pas l'antibiotique in toto, c'est uniquement la fraction qui n'est pas liée aux protéines plasmatiques. Et donc, cette fixation, selon les antibiotiques considérés, pourra être plus ou moins importante. On peut être à 90% de fixation à l'albumine. Et ça va être notamment modulé si vous avez un patient qui est hypoalbuminémique, eh bien on peut espérer que les concentrations actives d'antibiotiques seront plus grandes et cela devra être pris en compte dans la relation PK-PD. Voilà, vous verrez parfois des formules où on vous dit que ce qui compte, ce n'est pas tellement le temps où l'antibiotique, la concentration totale de l'antibiotique est supérieure à la CMI, mais c'est le temps où la fraction libre de cet antibiotique est supérieure à la CMI. Ce F en italique fait référence à la fraction libre qui peut dépendre d'une part de l'antibiotique et de son aptitude à se lier aux protéines du plasma, mais aussi aux concentrations d'albumine du patient considéré. Alors bien évidemment, ce qui va être important, c'est de classer les antibiotiques selon leur profil pharmacocinétique et pharmacodynamique. On va distinguer de façon très schématique deux grandes catégories d'antibiotiques, des antibiotiques qui sont temps dépendants. Ceci, c'est un tuyau important. Il y a des questions chaque année aux examens, donc je vous demande de retenir cette histoire-là. Il y a des antibiotiques qui sont temps dépendants, ce qui veut dire que le paramètre clé qui va garantir leur succès, c'est le nombre d'heures pendant lequel la concentration du médicament, ou en tout cas sa forme libre, j'ai abrégé, reste supérieure à la CMI. Et encore une fois, on peut dire, selon les cas, à 2 ou 3 fois la CMI, mais en tout cas pas 20 fois la CMI. Hein, donc ça va c'est le temps qui est plus important que la hauteur du pic. Et l'autre grande catégorie, ce sont des antibiotiques qui seront dits concentration dépendants, c'est-à-dire que ce qui va surtout compter chez eux, c'est la hauteur du pic. Il faudra être 64 fois au-dessus de la CMI, par exemple. On va tuer nettement mieux que si on est à 4 fois la CMI, peu importe le nombre de minutes ou d'heures pendant laquelle on va atteindre ce pic-là. Alors, on va pouvoir nuancer et sous-catégoriser les antibiotiques de ces deux grandes catégories en fonction du fait qu'ils aient ou non un effet post-antibiotique. S'il n'y a pas d'effet post-antibiotique, c'est vraiment uniquement le temps au-dessus de la CMI qui va jouer. Si par contre il y a en plus de cette propriété de temps dépendance un effet post-antibiotique, il faudra entrer en ligne de compte également l'air sous la courbe. Et la même sous-division va se faire pour les antibiotiques concentration dépendants.
Il y en a chez lesquels on va essentiellement viser un effet bactéricide rapide, et c'est le cas des aminoglycosides par exemple, et d'autres chez lesquels il y aura un petit peu un mix des deux, pourrait-on dire, où l'effet pic va jouer, mais où l'air sous la courbe aura également une importance, ce qui est le cas des fluoroquinolones. Alors je le concède, l'intégration de ces deux paramètres-ci, le temps et l'air sous la courbe, est clairement plus compliqué à appréhender. Si vous retenez déjà cette grande division des antibiotiques temps dépendants et des antibiotiques concentration dépendants, si vous pouvez dire que les bêta-lactames sont des antibiotiques temps dépendants et que les aminoglycosides et les fluoroquinolones sont quant à eux des antibiotiques concentration dépendants, ce sera déjà très très bien. Donc ceci termine la première partie de ce cours, et la suite, ça va être de voir comment prescrire de façon optimale l'une et l'autre catégorie de ces antibiotiques, et puis nous entrerons dans le détail des classes.